Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Voici donc les échanges avec ceux de nos auditeurs qui ont assisté en direct à notre émission du dimanche 7 février, dont les deux sujets étaient l'amélioration de la démocratie par la réforme de la proportionnelle et la situation en Russie, l'affrontement entre cet homme seul, en tout cas cet homme en prison, qui est Alexei Navalny, et le président Poutine. Alors, les questions partent dans beaucoup de sens. Certaines sont des suggestions. Un auditeur nous dit qu'il serait bien de revenir dans le Nouvel Esprit Public sur la situation en Algérie, à la lumière de l'horrible témoignage du jeune étudiant torturé et apparemment sexuellement agressé, et sur ce que pourrait quand même faire la France au lieu de se taire. Mais j'en viens aux questions qui rebondissent sur la conversation qu'on vient d'avoir, et notamment à celle-ci qui est le refus d'obstacle vis-à-vis de la proportionnelle n'est-il pas le signe de la classe politique française, je l'imagine, de l'incapacité de la classe politique française à imaginer une situation de coalition? Jean-Louis Bourlanges ou quelqu'un? Moi, je veux bien répondre parce que mais je suis d'accord avec notre interlocuteur. Je crois que nous avons énormément de difficultés. Quand Jean-Louis Debré est venu devant la commission des lois pour lancer sa philippique contre la proportionnelle, il a dit le but d'un mode de scrutin, c'est de donner une majorité au pouvoir et c'est tout. Alors, c'est totalement absurde. Parce que si on a besoin, si le but est d'avoir une majorité qui obéit, ce n'est pas la peine d'avoir un Parlement. Et c'est ce que pensent en profondeur les Français qui se demandent à quoi servent les parlementaires par rapport au président Macron et à son gouvernement. Donc, Or, je crois que ce qui caractérise la vie parlementaire, c'est qu'elle fait passer face aux projets gouvernementaux, et notamment des projets qui sont assez formés par l'administration, la haute administration, qui d'ailleurs fait des choses très intéressantes, il n'est pas contestable, faire passer tout un ensemble de préoccupations qui ne sont pas présentes dans l'esprit des fonctionnaires, parce qu'on ne peut pas tout savoir. La réforme des retraites est absolument évidente. Ils se sont lancés dans la réforme des retraites comme ça, alors qu'il y avait quantité de paramètres qui n'avaient pas été pris en compte et que seul un vrai débat parlementaire aurait permis de prendre en compte. Alors celui-là a d'ailleurs été très très mal organisé et donc ça n'a pas abouti. Mais je pense que la délibération parlementaire, ce qui depuis Sieyès, depuis la Révolution française, est à la base des pouvoirs conquis par les citoyens, d'avoir leurs représentants qui dialoguent et qui essaient d'améliorer les choses. Et c'est pourquoi il faut éviter notamment le manichéisme. La proportionnelle, c'est une machine à éviter le manichéisme. Or, qu'est-ce que c'est que le manichéisme majoritaire? C'est l'idée qu'on va s'arrêter à ce que pense la moitié de la France contre l'autre moitié, et on va faire la thèse et l'antithèse, et on n'aura jamais la synthèse. Seule la délibération parlementaire libre et ouverte permet effectivement de rendre possible, de rendre vendable le projet que le gouvernement conçoit. C'est une étape essentielle, et d'ailleurs on le voit bien, puisque monsieur le président de la République cherche des interlocuteurs, il les trouve dans des tirages au sort, des procédures assez bizarres, mais ça veut dire qu'il cherche à avoir des interlocuteurs autres que l'administration et que le gouvernement pour dialoguer avec lui. Eh bien, nous lui offrons le Parlement, et s'il nous offre la proportionnelle ou s'il permet à ses amis de voter la proportionnelle, eh bien, nous aurons un Parlement qui jouera pleinement son rôle de ce point de vue-là. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois qu'on ne peut pas à la fois se plaindre du fait qu'en France, il n'y ait pas de corps intermédiaire, que les syndicats soient faibles, que le Parlement soit faible, etc., et tout faire et tout mettre en œuvre pour qu'il n'existe pas. Donc il y a ça. Et puis la deuxième chose qui me semble importante aussi, c'est de se rappeler que lorsqu'Emmanuel Macron est élu en 2017, il fait la promesse quelque part de gouverner, de présider au centre, c'est-à-dire de dépasser droite et gauche, et on voit bien avec le recul que ni droite ni gauche n'ont été dépassées, et que le débat
politique en France continue à s'organiser autour de ce genre de catégories, mais qu'en revanche, l'existence du compromis, la possibilité de faire quelque chose et non pas seulement de parler, c'est ça aussi qui a abouti au fait qu'Emmanuel Macron soit élu. Et en ce sens, la possibilité d'imaginer, comme l'a dit Jean-Louis, une culture du compromis qui s'incarnerait au Parlement, je pense que c'est une aspiration assez forte des Français. Après, évidemment, il y a une présentation extrêmement biaisée, comme si, par exemple, la proportionnelle n'existait pas en France, alors qu'elle existe aux élections municipales. Elle est matinée il y a des systèmes mixtes, en fait. Elle existe aux municipales, elle existe aux régionales, et puis aux élections européennes, c'est de la proportionnelle intégrale avec, pour l'instant, une circonscription nationale. Donc, on est déjà dans un système où elle existe, et on voit bien qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est à travers ces scrutins dans lesquels il y a de la proportionnelle qu'ont émergé des forces politiques qui ont un lien plus fort, me semble-t-il, ou qui sont reconnues par la société française. Notamment, la dynamique écologique, elle s'est faite à travers les élections dans lesquelles il y a de la proportionnelle. Je crois que c'est Patrick Mignola du MoDem qui disait « Je préférerais affronter les représentants du Rassemblement national à l'Assemblée que sur BFM Télé ». Moi, je trouve que c'est une phrase très, comment dirais-je, très réaliste, en fait, et qui dit bien que sur BFM Télé, on peut quelque part dire un peu n'importe quoi, et qu'en revanche, au Parlement, on sera obligé, lorsqu'il y aura des représentants élus, de respecter les mêmes règles et au fond d'organiser la possibilité de la confrontation démocratique. Vous avez raison, nous avons un excellent président de groupe. Vous avez raison, Lucie. Jean-Louis, ne ménagez pas votre carrière aussi éhontément devant tout le monde. Ma carrière est derrière moi et elle n'a pas eu lieu. C'est bon, à effacer de la mémoire collective. Marc-Olivier Padis. Pour répondre à cette question, je voudrais quand même qu'on se situe à nouveau au moment de la dernière campagne pour l'élection présidentielle. Quand Emmanuel Macron était candidat et même juste au moment de son élection, on pouvait entretenir un certain doute sur l'idée de savoir s'il allait avoir une majorité. Ça n'allait pas de soi et on spéculait pas mal sur justement les coalitions qu'il serait obligé de mettre en place, et sa personnalité, sa campagne pouvaient laisser entendre que c'est une orientation qu'il aurait pu prendre. Or, la grande surprise de l'élection, outre ce qui s'est passé autour de la présidentielle, ça a été aussi le résultat des élections législatives, où finalement ce président sans parti est surgi à l'improviste sans avoir eu de responsabilité politique très longue, une longue carrière, a eu une majorité. Et c'est ça qui replace aussi, je pense, un peu différemment la question, c'est-à-dire que malgré l'énorme renouvellement du personnel politique qui a eu lieu à ces élections législatives, la logique des institutions a donné une majorité au président, et ça replace quand même effectivement plus fortement l'idée que le mode de scrutin lui-même devrait être revu. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'un seul parti ne peut pas refléter à lui seul la majorité de la population française. Il faut une situation de coalition pour que, disons, l'action d'un gouvernement recueille l'assentiment d'une part significative de la population. Donc, je crois qu'on est tous d'accord sur ce que pourrait apporter cette culture de coalition qui manque totalement à la France. Et je voudrais juste aussi signaler que le problème de l'élection présidentielle, c'est qu'elle affaiblit considérablement l'idée de créer une coalition. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans tout le débat à gauche sur les candidatures à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle suscite des ambitions personnelles, la volonté personnelle d'y aller, de se lancer dans le combat, et rend par conséquent complètement impossible l'idée d'une coalition en amont pour préparer cette élection présidentielle. On voit qu'il y a beaucoup de risques que les forces de gauche aillent de manière dispersée à l'élection présidentielle et par conséquent se trouvent en échec. Et donc, tant qu'on aura ce système politique focalisé sur la candidature d'une personnalité unique à la présidence, évidemment, les chances de créer une culture de coalition politique sont faibles. Une question qui probablement s'adresse davantage à Jean-Louis Bourlanges. Concernant l'instauration d'une dose de proportionnelle, quelles sont
les opinions actuelles des différentes forces politiques? Écoutez, j'aimerais bien le savoir exactement parce que comme le débat a jusqu'à présent, mais il est en train d'en sortir, a été circonscrit à l'idée faut-il en parler, est-ce bien le moment, etc. Je crois qu'on a eu quand même une façon de botter en touche assez générale. Ce qui est clair, c'est que les deux partis très importants en nombre de voix, qui sont les plus éloignés, par exemple, de mes propres convictions, c'est-à-dire le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre, sont favorables à une forte dose de proportionnelle. Sinon, je crois pour le RN, à une proportionnelle intégrale. Enfin, c'était en tout cas, je me rappelle quand on avait écouté, quand on avait reçu au comité Balladur, on avait reçu Jean-Marie Le Pen dans le cadre des consultations qu'on avait eues avec toutes les formations politiques. Jean-Marie Le Pen nous avait dit ça de façon très claire. Je ne pense pas que le Rassemblement national ait vraiment changé sur ce point. Donc il y a ces deux grandes forces qui sont favorables. Le Parti socialiste est traditionnellement favorable à la proportionnelle, mais il a nettement oublié cette tradition dans beaucoup de domaines, dont celui-là. Je crois que moi, à ma connaissance, il y a quelques années, il y avait encore que Jack Lang qui défendait la proportionnelle, et très astucieusement d'ailleurs, il soulignait que la proportionnelle, en tout cas le scrutin de liste, était absolument nécessaire dès lors qu'on interdisait les cumuls. On ne pouvait pas laisser les députés en situation de combattants solitaires dans leur circonscription sans avoir la possibilité de devenir maire, conseiller général, c'est-à-dire d'avoir accès à tous les réseaux de pouvoir et de subventions, d'investissement qui sont ceux des élus locaux. Donc, si on veut à quoi je suis attaché, de vrais parlementaires qui fassent leur travail législatif, il faut les dégager d'une position trop forte, d'un enracinement local en tout cas, ou alors on rétablit les cumuls. Donc il y avait cette affaire-là. Alors ça pour les socialistes. Quant à LR, c'est évidemment ceux qui sont, je crois, globalement les plus réservés, mais il y a des personnalités très fortes. Alors, M. Larcher, le président Larcher, j'ai trouvé bon apôtre, il est président du Sénat, il a une assemblée qui est élue partiellement à la proportionnelle. Il nous dit que c'est très, très mauvais le système actuel parce que l'Assemblée nationale et l'élection législative est la réplique de l'élection présidentielle. Et il ajoute, mais il faut surtout rien changer, garder votre scrutin majoritaire. Je trouve qu'il est bon apôtre, le président Larcher, sur ce plan-là. Je vois des parlementaires, des sénateurs et des parlementaires centristes, comme par exemple Gérard Longuet, qui sont très attachés à la proportionnelle. D'une façon générale, quand vous êtes attaché au rôle de l'institution parlementaire et quand vous estimez que, comme le dit la Constitution, les partis politiques doivent concourir à l'expression du suffrage, et non pas des écuries présidentielles, etc., mais les partis politiques, eh bien, vous êtes favorable à la proportionnelle. Alors, combien y a-t-il encore dans ce beau pays de France de parlementaristes? C'est peut-être ça la question. Une question qui, celle-là, s'adresse à Richard Verly. Vous parlez de démocratie directe. Quelle est la moyenne de la participation suisse aux votations? Elle est aux environs, elle est entre 50 et 60%. Je n'ai pas les chiffres plus récents en tête, je pourrais les faire parvenir à cet auditeur et regarder, mais elle n'est pas, c'est certainement massif, ça dépend des sujets, mais en tout cas, toujours, j'ai bonne mémoire, au-dessus des 50% et la plupart du temps autour de 60%. Ce que je voulais dire par démocratie directe, juste peut-être pour préciser, Philippe, c'est que je ne prétends pas du tout ici, et on en a parlé plusieurs fois, encore une fois, dans l'émission, importer en France le modèle suisse de votation régulière, en l'occurrence 4 fois par an. Ce que je constate quand même, c'est qu'il y a un vrai besoin parmi la population française et que ce besoin-là, on ne veut jamais véritablement le saisir et tenter d'y répondre. Et je ne peux pas m'empêcher de dire, oui, certes, la proportionnelle, nous l'avons dans un pays comme la Suisse, les pays parlementaires l'ont, et tout ce qu'a dit Jean-Louis Bourlange est absolument justifié. Un Parlement fort doit être élu à la proportionnelle, mais pourquoi systématiquement se tenir à l'écart de cette demande française de plus de démocratie directe? J'avoue que là, il y a un blocage politique qui m'interroge, mais qui a évidemment des liens avec l'histoire française et la crainte, voire la peur absolue du plébiscite utilisé comme le ferment d'un pouvoir autoritaire.
Moi, j'ai mes raisons, hein. Je ne vais pas vous les imposer si on ne me le demande pas, mais j'ai des raisons de fond de réserve sur le référendum. Je voulais d'abord demander avant à Richard, qui vient de nous faire état d'une moyenne, on n'est pas à un chiffre près, mais est-ce qu'on sait si les écarts sont importants ou est-ce que cette moyenne est moyenne? Les écarts sont relativement importants en fonction des sujets. N'oubliez pas, Philippe, que lorsque les votations, comme on les appelle en Suisse, ont lieu, c'est-à-dire 4 fois par an, elles portent à la fois sur des sujets locaux, donc en gros tous les niveaux de l'État sont concernés, du niveau de la commune jusqu'au niveau fédéral. Et bien évidemment, ça dépend souvent, il faut bien le dire, des sujets d'intérêt local. Quand un sujet d'intérêt local est porté à votation, eh bien, ça porte l'ensemble du scrutin, c'est-à-dire que l'électeur qui se déplace va naturellement voter pour l'ensemble des sujets qui lui sont soumis. J'ajoute à ça qu'il faut pondérer ces taux de participation, mais ça c'est plutôt positif, par le fait que nous avons en Suisse le vote par correspondance, le fameux vote qui a causé tant de soucis et fait couler tant d'encre aux États-Unis. Maintenant, beaucoup d'électeurs suisses votent par courrier bien avant la date de scrutin, qui facilite aussi un taux de participation satisfaisant et plutôt élevé. Une question qui rebondit sur ce qu'a dit Jean-Louis Bourlange tout à l'heure. Vous nous avez parlé de la position des partis politiques sur cette réforme de scrutin, mais est-il possible qu'une majorité transpartisane de députés s'accorde à l'Assemblée nationale sur une réforme comme celle proposée par François Bayrou? Ah oui, ça, de toute manière, c'est une réforme qui sera transpartisane. Non, On aura. ce n'est pas la question. La question, c'est, d'un côté, vous avez expliqué la position des partis, et la question de notre auditeur, si je la comprends bien, mais je crois que oui, c'est y a-t-il dans cette Assemblée suffisamment de gens indépendants pour, s'ils en sont d'accord, voter une réforme de type de celle que propose M. Bayrou? Oui, d'accord, c'est un pronostic que vous me demandez. Non. Écoutez, moi, je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que ça dépendra profondément de l'Assemblée et de vos collègues. Ça dépendra profondément de mes collègues de La République En Marche, qui sont quand même dans une situation de très grande perplexité électorale. Songez, par exemple, au succès, mais absolument incroyable, de La République En Marche aux élections législatives à Paris, où ils battent tous les records dans les circonscriptions les plus à droite, comme le 16e arrondissement, et tous les records dans les circonscriptions les plus à gauche, comme le 20e arrondissement, et qui, quelques années plus tard, pour des raisons de contre-performances différentes, et pour dire les choses comme elles sont, pour des raisons qui font que nous n'avons pas montré la meilleure partie de nous-mêmes dans cette élection, eh bien, ils perdent les élections municipales dans des conditions absolument désastreuses. Donc, ce sont des députés qui sont en situation d'extrême perplexité sur leur propre situation. Mais je crois que beaucoup d'entre eux sont acquis aux promesses qu'ils ont faites avec le président de la République en 2017. Ils ont le souci d'avoir une démocratie parlementaire beaucoup plus active. Ce qui me frappe chez mes collègues de la République En Marche, c'est la rapidité avec laquelle ils se sont familiarisés avec l'institution. Ils ont pris des positions, ils sont extrêmement actifs, informés, et je crois qu'ils ont vraiment le souci de bien faire. Ce qui leur manque, c'est une structure partisane. Ils sont tous un peu perdus, ils se réfèrent à Macron et puis ils sont eux-mêmes face à Macron. Donc ils sont face à leur conscience, c'est très difficile pour eux, et je crois que la question fondamentale, c'est de savoir si globalement, ils vont accepter le faux risque qu'est pour eux la proportionnelle par rapport à la fausse sécurité que serait le maintien du système actuel. Richard Verly a finalement trouvé la précision qu'on lui demandait tout à l'heure. Voilà, donc je me suis rendu sur le site du Conseil fédéral suisse et la partie votation. Donc je vous confirme que depuis 2010, donc prenons cette période, toutes les principales votations ont recueilli plus de 55% de participation. Et je vais vous donner ponctuellement quelques exemples, mais qui concernent uniquement des initiatives fédérales. Par exemple, en 2020, l'une des dernières votations sur l'acquisition de nouveaux avions de combat. Vous savez qu'en Suisse, on demande au peuple de voter sur ce sujet. C'est 59% de participation. En 2009, nous avions eu une votation qui avait fait beaucoup de bruit sur l'interdiction
de la construction des minarets. Il est désormais aujourd'hui plus possible en Suisse de construire des minarets, non pas des mosquées, mais des minarets. La participation était de 53,4%. Et enfin, l'initiative, le référendum de 2005 sur les accords Schengen-Dublin, le moment où la Suisse a intégré l'espace Schengen sans être membre de l'Union européenne, 56% de participation. Merci beaucoup de cette précision. Si on revient maintenant à notre deuxième sujet, celui sur la résistance menée par Alexeï Navalny au pouvoir de Vladimir Poutine, notre auditeur Pascal Pérennes demande pourquoi cette fronde démocratique mondiale dont parle Jean-Louis Bourlange ne se met-elle pas en place officiellement? Parce que les forces de répression sont absolument incroyables. Moi, je suis, je dois dire, horrifié par la façon dont se construit aujourd'hui le pouvoir chinois. C'est un pouvoir absolu, totalement despotique, extrêmement inventif, très performant sur le plan scientifique, très performant sur le plan économique, qui combine l'oligarchie capitaliste dans ce qu'elle a de plus absolu avec le monopolisme du parti unique dans ce qu'il a de plus effrayant. Et tout ça marche très bien. Les forces de répression sont là, vous ne pouvez pas bouger. Et ça, je crois que nous sommes vraiment guettés par le meilleur des mondes, et je dis bien le meilleur des mondes, car au-delà de cela, tout ce qu'on sait sur la révolution cognitive, ce dont j'ai parlé, mais au-delà de ça, la façon dont on va fabriquer des cerveaux plus ou moins formés, plus ou moins hiérarchisé, fait que je suis vraiment épouvanté, comme dirait le regretté Léon Blum, je suis épouvanté par la société internationale qui nous attend d'ici une 25, qui ne m'attendra pas moi, je ne dirais pas Dieu merci, parce que j'ai énormément de souffrance à l'idée de laisser un monde comme ça à mes enfants, à mes petits-enfants, mais je crois que dans 25 ans, nous risquons d'avoir un monde qui ne ressemble à plus rien de ce que nous avons aimé. C'est vraiment quelque chose de terrible. L'avenir est à la répression. Lucile Schmitt. Moi, je voulais rebondir par rapport à la question de la Russie. Et au fond, le succès de Navalny nous conduit à nous demander comment peut fonctionner la démocratie quand tout le système institutionnel qui permet d'élire les représentants, donc qui pour nous est la clé de voûte de la démocratie, est en fait verrouillé, cadenassé. Et il faut voir que, par exemple, dans l'une des dernières sessions de la Douma, les principaux représentants politiques en fait, du parti Russie Unie sont venus tous dire tout le mal qu'ils pensaient de Navalny, ce qui était évidemment une manière de reconnaître son importance. Mais on est dans une situation où, au fond, pour nous, on parle des élections, là, on parle de la proportionnelle, et on voit bien qu'à côté de ça, il y a des mondes parallèles dans lesquels faire exister la démocratie, c'est dans les interstices. Et au fond, ce qui se passe en Russie, quand on parlait, Philippe évoquait quelqu'un qui posait une question sur l'étudiant algérien qui a été torturé parce qu'il était membre du Irak. On sait d'ailleurs qu'il y a des liens très forts entre l'Algérie et la Russie, entre le pouvoir algérien et le pouvoir russe. Ce n'est pas un hasard si les Algériens ont choisi le vaccin Spoutnik pour se vacciner, même si ce vaccin est efficace. Donc on a un sujet sur quels sont les interstices et les lieux en fait, qui pourraient être créés par ces manifestations, de façon à ce qu'il s'agit de renverser les pouvoirs, il s'agit en tout cas de faire exister la possibilité d'espaces démocratiques dans lesquels il y ait de la liberté de conscience et de la possibilité d'échanger sans être immédiatement jeté en prison. Moi, j'ai travaillé en Russie dans le cadre d'une saison France-Russie au moment où Alexeï Navalny émergeait. Et ce que me disait un ami qui travaillait à l'époque à l'ambassade de France à Moscou, c'est que ce qui avait motivé les Russes, ce n'était pas les élections ou les débats qu'ils considèrent comme théoriques et sans espoir, mais c'était le fait, par exemple, de manifester contre des personnes qui faisaient du 110 ou du 120 km/h dans les rues de Moscou. Il y avait eu plusieurs personnes écrasées parce qu'ils savaient que c'était des représentants en fait, de Russie Unie, des proches de Poutine, qui avaient une sorte de passe-droit pour écraser les gens dans la rue. Donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est un peu pareil sur le Irak ou Hong Kong, c'est qu'il y a des questions de vie et de mort qui sont évoquées et que ça ne signifie pas pour autant que ces mouvements ont une perspective, mais que la possibilité de leur donner une perspective vient directement, on en rejoint notre débat, à ce que ferait l'Union européenne, les citoyens européens, ceux qui sont dans des zones où
il y a une organisation démocratique qui leur permet de ne pas être dans la vie et la mort dès qu'ils sont dans la liberté de conscience. Donc je crois que c'est directement l'interpellation à nous-mêmes que porte Navalny, tout en gardant une extrême distance par rapport à nous, parce qu'il sait que la question de la dignité des Russes, la question du respect des Russes, la question du nationalisme est une question qui ne doit pas être laissée aux dictateurs. Autre question, les démocrates en Russie, les démocrates en Birmanie, ailleurs les Ouïghours, ailleurs les Kurdes, Oui, tu aurais pu citer la Birmanie aussi. ailleurs les Tibétains, est-ce qu'il y a, en dehors de la politique de sanctions, est-ce qu'il y a une réflexion qui permette de renouveler l'action diplomatique, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères? Écoutez, je pense avoir esquissé la question en fin d'émission tout à l'heure et ne pas avoir la réponse. Je crois que c'est une question, j'ai employé l'expression américaine de fighting spirit. Est-ce que nous avons vraiment l'esprit du combat? Est-ce que nous avons vraiment la volonté de défendre nos principes, de défendre nos valeurs, de nous battre? Est-ce que nous avons, vous savez, moi je suis dans le conseil d'administration de la revue Commentaire de notre ami Jean-Claude Casanova, et la devise est celle de Thucydide, qui avait, je crois, été choisie par Jean-Claude avec Raymond Aron. Il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. Est-ce que nous avons la vaillance? C'est quand même ça. Or, pour l'instant, je ne sens pas cette vaillance. Et là, je vous renvoie à ce que je disais sur Gérald Bronner tout à l'heure. Il le montre très clairement, c'est la difficulté croissante de nos sociétés à privilégier l'avenir, à privilégier le détour d'investissement, à privilégier l'effort pour atteindre le résultat par rapport à ce qu'il appelle des friandises cognitives ou toutes les satisfactions démocratiques immédiates, etc. C'est une des grandes caractéristiques de notre temps qui avait été montrée par Hannah Arendt, que de ne pas s'inscrire dans le fil du temps, de ne pas prendre appui sur le passé pour construire l'avenir et pour ne pas faire du présent un absolu au lieu d'en faire un simple chaînon qui nous conduit du passé à l'avenir. Et là, nous sommes vraiment au cœur d'une crise fondamentale de notre civilisation. Si nous arrivons à maîtriser cela, peut-être pourrons-nous retrouver, parce qu'il faut voir, c'est d'abord une question de fermeté, hein, les gens, il s'agit d'être vraiment nous-mêmes, mais pour l'instant, tous ceux qui jouent, que ce soit Erdogan, Poutine, les généraux birmans, les dirigeants chinois qui jouent, qui développent ces pratiques coercitives incroyables, jouent de nous, car ils sentent bien notre friabilité fondamentale. Alors, on a des réactions. Les Américains ont élu Biden, mais c'est un homme vieux, c'est un homme malade, c'est un homme qui représente les démocrates d'hier. Ça va être très, très difficile pour lui de construire véritablement un nouveau consensus américain comparable à ce qu'on a connu à d'autres moments de l'histoire des États-Unis. Et ça serait la même chose pour nous. Moi, je crois que c'est ça le grand combat. L'Europe a fait la paix entre ces nations, et Dieu sait que c'était nécessaire. Maintenant, il faut que l'Europe se rassemble, non pas pour être une Europe puissance, je crois que c'est excessif, mais pour être une Europe puissante, respectée, sûre de ses valeurs et prête à les défendre. Et ça implique un autre engagement que simplement celui de ne pas se faire la guerre et de faire des amis-amis avec les anciens belligérants d'hier. Donc là, c'est un immense... Moi, c'est comme ça que je vois le rôle qui est celui des responsables politiques en France, mais je suis bien conscient d'appartenir à un monde qui n'est pas forcément celui qui vient. Richard Verly. Oui, je voulais dire, Philippe, un mot sur la Birmanie parce que Jean-Louis l'a évoqué à l'instant et parce que ça se passe quand même sous nos yeux, au moment même où nous parlons, dans un pays où l'armée n'a jamais hésité à tirer sur la population, il y a des dizaines de milliers de Birmans qui manifestent dans la rue avec le drapeau du parti d'opposition Aung San Suu Kyi, qui a remporté les élections législatives de novembre dernier de manière écrasante avec 83% des suffrages, et il y en a aussi beaucoup qui portent la photo d'Aung San Suu Kyi. Donc d'abord, pour leur rendre hommage,
Ensuite, pour dire que ce coup d'État birman, il nous paraît bien sûr extrêmement éloigné parce que la Birmanie est un pays qu'on connaît mal, c'est à l'autre bout du monde et c'est un pays qui, pendant plusieurs décennies, a été littéralement verrouillé par son armée et l'armée est présente à tous les niveaux du levier de l'État. Moi, j'en retiens deux choses. La première chose, c'est qu'on a là vraiment un exemple clair de la manière dont l'alliance entre pouvoir autoritaire ou tentation autoritaire et pandémie a bien fonctionné, je veux dire pour le malheur du peuple. C'est évident que le verrouillage du pays qui a permis la pandémie est aujourd'hui exploité par les militaires birmans. Imaginez la situation si le pays était normalement ouvert. Il y aurait sur place des journalistes, il y aurait sans doute beaucoup plus de protestations, ce serait beaucoup plus compliqué pour les généraux birmans qui, là, ont fait un coup d'État en quelques heures, d'une certaine manière parfait, précisément parce que le pays était isolé. Et je crois qu'on ne mesure pas à quel point cette pandémie met en difficulté les démocrates dans des contrées lointaines et compliquées. Enfin, deuxième enseignement que j'en retire, c'est évidemment ce que disait Jean-Louis, et il en parlait à propos de la Chine, c'est l'alliance terrible entre le numérique, entre la surveillance, le quadrillage numérique et les pouvoirs autoritaires, même dans un pays comme la Birmanie, qui est loin d'être un pays entièrement numérisé, mais on a bien vu que la principale moyen d'expression des Birmans, c'est Facebook. Facebook a été fermé et tout le quadrillage sanitaire qui avait été mis en place avec enregistrement des personnes, etc., par le gouvernement birman, est aujourd'hui exploité par les militaires pour aller revoir tous ces gens et faire pression. Donc là, moi, ça m'inquiète énormément sur ce plan. On a là en Birmanie, certes c'est loin, mais ça nous dit quelque chose, une alliance, je dirais, des forces les plus obscures, c'est-à-dire celle de l'armée, celle des tenants d'un régime autoritaire et celle du virus, et tout ça pour surmonter et pour défier le résultat des urnes qui, je le rappelle, en novembre dernier, avait porté au pouvoir à nouveau le parti d'Aung San Suu Kyi, laquelle a une image très dégradée en Occident à cause de la crise des Rohingyas et des crimes de guerre qui ont été commis, mais reste extrêmement populaire dans son pays. C'est d'ailleurs leur grand défi aujourd'hui, les militaires birmans, comment faire en sorte et comment manier cette icône qu'ils ont mise en résidence surveillée. Merci. En écho à propos que tenait Jean-Louis tout à l'heure, on peut en effet s'appuyer, chercher une réponse plus optimiste sur l'attitude non seulement d'Alexei Navalny, mais aussi de ceux qui le soutiennent dans la rue et également de ces Birmans dont on a vu les images défier les forces armées dictatoriales du pays. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine, non pas à la semaine prochaine d'ailleurs, puisque cette émission est diffusée mercredi, cet échange est diffusé mercredi, à la fin de cette semaine à dimanche pour un nouvel esprit public. Et encore une fois, merci à toutes, à tous et à chacun. Au revoir.